Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les sphères des comics et de leurs adaptations. On vient trois fois par mois pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans le monde merveilleux de la bande dessinée américaine, mais pas que. On va vous parler de bande dessinée et encore de bande dessinée avec l'ami Corentin ici présent. Salut. Tu vas bien ? Oui. Toi, écoute, ça va oui, ça va très bien. On enregistre dans des conditions un petit peu précaires. Voilà, c'est froid. Soyez journaliste comics et enregistrez vos podcasts en extérieur quand il fait 2 degrés. C'est super agréable. On espère que vous n'aurez pas trop de problèmes à nous écouter. S'excuse d'avance pour les bruits éventuels des gens très polis qui passeraient et nous verraient travailler sans battre les couilles. C'est ça. Oui, en même temps, on squatte des endroits parfois où c'est pas forcément un studio fait pour du podcast. Bref, c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec la partie comics, Corentin, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et notamment du côté de l'événementiel, puisqu'on vous en avait déjà parlé dans le dernier Front Page. Il y a le Paris Fan Festival qui arrive au mois d'avril, le 15 et 16 avril, et on vous avait déjà dit que on vous avait teasé qu'il y aurait de très très belles annonces. Et c'est le cas, du coup, puisque les annonces s'enchaînent depuis quelques jours maintenant. On avait commencé avec Garcenis, mine de rien, c'est déjà pas mal, mais on a eu plusieurs noms qui se rajoutent, donc notamment Ramvé, le scénariste un petit peu étoile montante de la scène à la fois indé et mainstream, qui a fait The Savage Shores, qui vient de sortir Blue and Green chez iComics, à qui on doit aussi Toutes les morts de Lila Star chez Urban, et puis qui perce de plus en plus dans le mainstream, puisqu'il a fait The Swamp Thing, il a fait du Catwoman chez DC, il fait du Venom et du Carnage chez Marvel, donc un gros nom. Et ce qui est super bien par rapport à Swamp Thing, c'est que justement le dessinateur de The Swamp Thing, Mike Perkins, qui a également fait du Lois Lane avec Greg Rucka, notamment chez DC, qui a fait beaucoup de travaux aussi, c'est pas un débutant, sera également de la partie. Également aussi Xermanico qui sera là, donc un dessinateur qu'on a vu beaucoup chez DC ces dernières années, surtout sur les titres assez importants, sur Infinite Frontier, il avait fait du Injustice, il a fait vraiment pas mal de Flashpoint Beyond aussi également avec Geoff Johns, et également, alors ça on le note quand même parce que ça reste important je pense pour les fans de Star Wars, Timothy Zahn, qui est donc un romancier qui a notamment créé le personnage de l'amiral Thrawn, qui ensuite a été présent dans des adaptations animées, mais qui avait fait aussi quelques comics Star Wars, et il fut un temps, et même du Star-Lord chez Marvel. Donc voilà, un quatuor d'invités supplémentaires, et comme je le disais en préambule, ce n'est toujours pas fini, parce qu'il y aura encore d'autres noms à annoncer qu'on vous débriefera dans les prochains podcasts. En tout cas, Corentin, ça a l'air vraiment de mieux en mieux quand même, ce festival, non ? Bah carrément, c'est super cool d'avoir chopé Ramvé, j'allais dire au début de sa carrière, pas exactement, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Bon, surtout en indé, effectivement, on a vu l'explosion. D'ailleurs, je sais pas si c'est une explosion. On a vu, entre guillemets, que Ramvé devenait un des scénaristes sur lesquels Marvel et DC comptaient. Moi, je trouve ça super cool qu'on ramène Mike Perkins, puisque, à mon avis, son meilleur taf dans le mainstream, si on peut dire que c'est du mainstream, ça reste Swamp Thing jusqu'à récemment. Et c'est un personnage qui, sans être vedette, a quand même une bonne communauté de fans en France. Il y en a même qui se le font tatouer. Tu te rends compte ? C'est trop bizarre. Enfin, qui fait ça ? Des gens qui se font tatouer Swamp Thing sur eux ? Ouais. Non, mais je te jure, mais des gens un peu étranges. J'aime bien les plus violets et tout. Enfin, je me demande qui pourrait faire ça. On est d'accord que c'est chelou. Bon, bref. Ouais. C'est un autre débat, mais dites-nous dans les commentaires si c'est chelou de se faire tatouer something. Donc c'est cool pour Ramvé, c'est cool pour Mike Perkins. Pour Ramvé, en plus, ça a l'avantage de mettre tout le monde d'accord, puisqu'il est présent un peu partout, chez la plupart des maisons d'édition importantes, on va dire, Urban, iComics et Panini maintenant. Et qu'est-ce que j'oublie ? J'en oublie pas un ? Non, j'en oublie pas un. Donc c'est bien. Pour Timothy Zahn, jeune mec, je suis pas du tout moi un expert de son travail sur Star Wars. J'ai cru comprendre que c'était l'un des grands architectes post-Lucas. Et bah tant mieux pour ceux que ça intéresse. Tant mieux pour les fans, ouais, bien sûr. Je sais pas, enfin c'est pas lui héritier de l'Empire, enfin Heir to the Empire. C'est peut-être lui, remarque, il faudra que je vérifie. Je t'avoue que je suis pas non plus un expert là-dessus, donc je crois pas que c'est, enfin je sais pas, mais je crois pas que ce soit lui. Donc en tout cas, effectivement, une belle affiche pour un salon qui visiblement l'ambition de prendre la place, enfin de remplacer Comic-Con Paris avec talent. On pourrait se demander un petit peu comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des noms aussi gros pour la première édition, parce que quand même Garcenis et Ramvé, quand on s'intéresse un petit peu à l'écriture de comics, c'est effectivement assez ambitieux d'entrée de jeu. J'ai assez hâte, et on sera nous on sera sur place, j'ai envie de dire, évidemment. Pour Xermanico, voilà, pareil, ça fera plaisir à pas mal de gens qui sont fans de la ligne récente de DC Comics. Un artiste talentueux en plus, c'était bien, c'était beau. Flashpoint Beyond, la fin était pas bien, mais le dessin était beau. Donc hâte d'être là-bas et de rencontrer nos nombreux auditeurs et auditrices sur place. Tout à fait. J'ai envie de dire. Et bien sûr, on vous communiquera les détails de la venue, enfin de notre venue, puisque on l'a dit, on est en train de bosser dessus, mais
En fait, voilà, ça peut être soit on peut être là, soit on peut être là en caps lock, et donc ça, voilà, ça, on espère en tout cas que ce sera bien dans tous les cas. Autre rendez-vous important à venir, c'est le 33e Paris Manga et Sci-Fi Show, qui lui aussi, mine de rien, même si c'est pas un salon qui est réputé, enfin qui met les comics en avant à fond, comme peut le faire Comic Con Paris ou Paris Fan Festival en ce moment. Ils ont souvent des belles annonces. Voilà, ils ont toujours ils ont quand même pas mal de chouettes artistes qui viennent à chaque édition. Et là, notamment, c'est James O'Barr, donc le créateur de The Crow en comics qui sera là, Corentin. Ouais, alors à la fois c'est la bonne année pour le ramener et un peu tôt puisque le film The Crow, le nouveau film The Crow n'est pas encore sorti. Ça devrait être le cas cette année. On n'a pas encore de diffuseur, on n'a pas encore même de distrib. Ah si, il avait des distribs, mais pas encore de plan de sortie de confirmer. Donc oui, James O'Barr, qui est évidemment et même quasiment uniquement exclusivement l'auteur de The Crow, qui est un ancien marine, qui juste avant de prendre son service militaire avait dû subir la mort de sa petite amie, qui avait été tuée dans un accident de la route par un chauffeur ivre, et que depuis Berlin, où il était stationné pendant la guerre froide, il avait commencé à réfléchir à ce personnage qui justement l'incarnerait lui, dans une allégorie du deuil, parce que voilà, le personnage de Rick Draven, dont la petite amie et lui vont être, la petite amie surtout, mais lui aussi, vont être violés et assassinés. Et lui va revenir sous la forme d'une sorte d'ange de la mort, The Crow, un personnage très très émo-gothique, très noir, très ténébreux, dont voilà la principale source de popularité, même si c'était déjà un roman graphique assez connu avant, est d'avoir été adapté en 94 par Alex Proyas avec Brandon Lee. Brandon Lee, on l'a déjà raconté, qui est tué en même temps que son personnage à l'écran à cause d'une erreur du service des accessoiristes. Donc voilà, effectivement, le film The Crow, qui est devenu du coup une légende d'Hollywood pour cet accident, et le roman graphique qui va avec, qui est devenu un phénomène d'édition sur le marché indépendant à une époque où l'indé était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Enfin, c'est Caliber qui avait édité The Crow, donc c'est longtemps avant Image Comics, longtemps avant l'énorme ascension de Dark Horse avec Hellboy, etc., et Sin City. Donc effectivement, c'est une belle annonce pour les fans de ce personnage, cet univers, qui est édité chez Vestron en France, et bien édité d'ailleurs, parce qu'il commence vraiment à aller chercher tout ce qui a été fait sur The Crow, Memento Mori et compagnie. Mais comme je le disais, du coup, ça fait beaucoup de du coup d'affilée là. Comme je le disais, c'est aussi un peu tôt, parce que a priori le film sortira cette année, donc il aurait été intéressant de l'avoir l'année prochaine pour voir si ça allait faire une sorte de rebond de popularité, si le film allait marcher. C'est quand même des bons acteurs, actrices, F.K. Twigs et Bill Skarsgård, et un metteur en scène qui a fait quelques belles choses. Mais en même temps, si le film est mauvais, c'est mieux d'avoir O'Barr dans la hype où les gens se disent ça y est, ouais, plutôt dans The Crow, ça va sortir et on a des nouveaux comics en VF. Vas-y. Ouais, c'est plutôt dans une optique d'anticipation en fait. Et puis ça reste aussi un film culte, une licence culte qui attirera forcément une forme d'abus public qui a été bercé avec ça. Bien sûr, bon, il y a quand même pas mal de fans effectivement en France, on en connaît. Donc chouette, effectivement, ça fait quand même pour le début d'année une belle liste de gens qui vont venir nous visiter. C'est la fin de cette phrase. Très bien, très bien. Non, j'essaie juste de retrouver les dates du Paris Manga. Je crois que c'est début février. Non. Paris Manga, c'est début février ? Ouais, Paris Manga, ce sera en février que ça se déroulera. Et donc, j'attends que mon écran de chargement se charge justement pour vous communiquer la date. Mais par contre, c'est le seul truc qui est un petit peu relou maintenant, c'est qu'ils sont allés s'exporter à Villepinte, à Paris-Villepinte. Donc, là où il y a aussi la Japan Expo en général pendant l'été. Faut quand même s'y fait à force. Oui, faut quand même se taper du RERB pour aller jusque là-bas. Non, t'as raison, c'est le 1er et 2 avril. Putain, je sais pas pourquoi je m'étais mis. Oui. C'était en février, il fut un temps, c'est pour ça. Mais ok. C'était toujours en début d'année en tout cas. Donc du coup, on va avoir un mois d'avril très chargé, quoi. Les 1er et 2 avril, il y a donc Paris Manga, et le 15 et 16, il y a Paris Fan Festival. Donc ça va faire. Putain. Ouais. Le potentiel de Super Friends devient. Après, moi, si j'ai pas l'interview de O'Barr et entre guillemets, j'ai pas grand chose à lui dire, je sais pas si je vais aller à Villepinte. oui, c'est sûr. Non, faudrait essayer d'aller négocier un petit peu, d'avoir un choix en tout cas. Ce genre de rencontre. Corentin, un petit point juste sur les campagnes de financement participatif. En ce moment, vous savez qu'on aime bien faire ce genre de petits points en début de podcast aussi. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, à la fin dans un front page, mais aussi parce qu'on a fait un Super Friends avec lui. C'est l'artbook d'Alexis Briclot, Multiverse, donc une monographie qui revient sur toute sa carrière. Je n'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai déjà passé 1h30 à parler avec lui dans un podcast dédié. Mais donc voilà, si le travail de cet artiste vous intéresse, vous pouvez écouter le Super Friends. Alors parce qu'il a travaillé pour, donc c'est le cofondateur du studio Dontnod, à qui on doit Remember Me, entre autres. Il a travaillé pour Magic the Gathering aussi, enfin Wizards of the Coast, et
depuis Thor Ragnarok, en fait, il est concept artist pour Marvel Studios. Donc, il va pouvoir, dans cet imposant bouquin, en fait, montrer vraiment la plupart de ses travaux des 10 dernières années. Et si vous êtes fan de comics, de concept art et de très beaux dessins, de façon générale, je pense que vous serez très intéressé par ce bouquin donc qui viendra en fin d'année chez Huggin Menin et que vous pouvez donc précommander en financement participatif pour essayer justement que le bouquin soit le plus gros et le plus beau possible. Le lien est dans la description du podcast et je vous renvoie bien évidemment pour le Super Friends qui était vraiment trop cool, puisque vous voyez que c'est quelqu'un qui, à l'instar d'autres invités qu'on a déjà eu qui sont très bavard, voilà, un peu comme Laurent Lefebvre, et ben en fait voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à raconter et honnêtement je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 4 heures sans que ce ne soit gênant. Ensuite, on a un petit point à vous faire sur pas mal de sorties VF, puisqu'il y en a encore beaucoup qui arrivent, et moi je trouve que ça me fait particulièrement plaisir de voir juste que voilà, que du côté de l'édition en comics en VF, ça se bouge un petit peu dans tous les sens, avec notamment la sortie d'un titre chez une toute petite maison d'édition que vous ne connaissez certainement pas. C'est les éditions du Delphes qui sortent là, au moment où on enregistre, c'est cette semaine, ça sort le 27 janvier. Ils sortent une première bande dessinée. En fait, ils ont déjà édité 2 bouquins en prose, mais là ils sortent en fait une bande dessinée qui s'appelle Riders, donc qui est un titre qui a été publié il y a 2 ans maintenant, un peu plus, en 2019 en fait, 2020, chez Dark Horse. Donc c'était en 2020 chez Dark Horse que c'est sorti. C'est écrit par Daniel Friedman et c'est dessiné par un artiste qui s'appelle Christian Ortiz, mais qui se fait appeler Chrome, comme la divinité dans Conan le Barbare. Dans Conan le Barbare. Et donc en fait c'est un titre qui nous parle en fait de 2 frangins qui sont des riders, donc en fait des pilleurs de donjons, vraiment un peu dans le délire, comme si vous jouiez à Diablo, quoi, et que vous faites des donjons pour avoir du loot. Eux, c'est vraiment leur activité. Et en fait, c'est juste qu'il y en a un, le frère le plus âgé, en fait, veut se ranger après avoir fait une dernière mission, et l'autre, en fait, n'arrive pas, en fait, à se faire une nouvelle vie beaucoup plus posée à côté avec son frère et donc sa meuf, et décide de partir de nouveau à l'aventure pour faire un peu l'ultime raid, mais un peu comme, tu sais, le dernier braquage que tu voudrais faire avant de truc, et forcément, les choses ne vont pas se passer comme elles le veulent. Moi, je l'ai lu et c'est trop bien. Je vous avoue que c'est vraiment un petit coup de cœur de ce début d'année, parce que je trouve que vraiment l'histoire arrive à te prendre par surprise, puisqu'elle t'emmène aux côtés de certains personnages, puis en fait te fait complètement changer de point de vue au fil du récit, et surtout parce que Chrome, c'est un artiste que je connaissais pas bien et qui est incroyable. Il y a, si vous aimez, j'aime bien dire, si vous aimez Mac Mignola, les Daniel Warren Johnson, et ce genre de choses là, et en plus pop quand même, enfin c'est parce que là, on décrit, c'est pas un truc pour métalleux, on va dire, c'est plus voilà pour les mecs qui écoutent du métal et qui portent des sweats violets, tu vois, c'est-à-dire que c'est très coloré, c'est des couleurs un peu pastel, assez légères, beaucoup de rose clair, beaucoup de bleu très léger. Effectivement, c'est très Mignola, déjà dans l'esthétique des squelettes et du donjon lui-même, et sur les traits un peu cassés et les onomatopées très explicites. Moi, je l'ai feuilleté, du coup seulement. Effectivement, je trouve ça très très beau. Surtout que Friedman, en plus, c'est plutôt un bon scénariste qui avait fait aussi Kali, qui est sorti récemment, et Burn the Orphanage, qui est une série que j'aime bien avec de la baston dans les rues. Voilà. Donc c'est très très beau. En plus, je trouve que la couverture qu'ils ont choisie, qui est très différente de l'édition VO, en fait, je pense que c'est une couverture où tu vois justement l'un des personnages qui tranche en fait un gobelin en 2 avec l'onomatopée en gigantesque derrière. Je trouve vraiment qu'elle a un super rendu. Et donc ça sort aux éditions du Delphes. C'est un tout petit tirage, c'est à 600 exemplaires seulement. Donc déjà en termes de distribution, je ne sais même pas s'ils vont être en librairie, mais en tout cas ce sera commandable sur leur site, que je vais vous mettre aussi en description de ce podcast. Soul Hic, c'est un album donc en souple qui est quand même au prix de 25 €. Donc c'est très cher pour du souple. Ça, je pense que tout le monde l'entendra clairement, mais à mon avis, vu que c'est quand même une toute petite maison et vu la taille du tirage, je pense que ça fait partie des bouquins qu'il faut vraiment soutenir si ça vous intéresse. De toute façon, voilà, vous aurez un article sur Comics Blog aussi qui vous présente le bouquin avec la couverture. Vous pouvez vous faire un petit peu une idée du délire, mais voilà, moi je vous le conseille vraiment, quitte à faire l'impasse sur un bouquin plus mainstream pendant un mois pour voilà soutenir ce genre d'effort. Et ma foi, j'espère qu'on pourra aller discuter avec l'éditeur en question s'il continue en fait à proposer d'autres bouquins par la suite. En attendant de voir, en tout cas, on leur souhaite un très très bon lancement. Du côté des comics VF, toujours aussi quelques surprises, justement parce que toutes les maisons d'édition estampillées comics ne sont pas en fait les seules à avoir le monopole de la bande dessinée américaine en France. Et si je vous dis il y a du comics chez le livre de poche, Corentin, tu me réponds? What? Du comics chez le livre de poche, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est incroyable. Et figure-toi que je suis complètement à la bourre là-dessus, puisqu'en fait, c'est un bouquin qui est sorti en novembre dernier et c'est passé complètement à côté de mon radar. En fait, c'est juste que je me baladais dans une librairie
Ouais, je sais. Il est nul ce radar du coup. Ouais, j'avoue. À côté de lui, il détecte pas. Enfin, Non, mais attends, je finis. Un radar détecte ce qu'il y a autour de lui. Je finis l'histoire, petit malin. Non, parce que j'étais en librairie l'autre jour et puis je me baladais justement au rayon comics parce que j'aime bien en fait me faire du mal et regarder la gueule des rayons comics dans les librairies quand, quand je les visite. Et d'un coup, je vois ce Sleeping Beauty, je vois justement, donc c'est le nom du titre, chez le livre de poche, je me dis, tiens, c'est bizarre quoi. Et en fait, c'est une adaptation. En fait, si ça se trouve chez eux, c'est parce que c'est une adaptation d'un bouquin que Stephen King a écrit avec Owen King, donc l'un de ses fils, qui est donc le frère de Joe Hill, le créateur de Lock and Key, et qui s'intéresse en fait à une épidémie qui touche toutes les femmes, qui les fait plonger dans un sommeil profond. Donc d'où le Sleeping Beauties. Et le truc, c'est que si tu essaies de les réveiller, eh ben c'est encore pire que quand tu essaies de réveiller quelqu'un qui est en train de faire une sieste. Eh ben justement, elles sont prises d'une rage meurtrière et elles commencent à buter les gens. Et donc forcément, donc on s'intéresse à ça. Et donc il y a une femme, Evie, qui semble être immunisée contre cette maladie qui s'appelle Aurora, en référence à Aurore, le nom de la princesse de la Belle au bois dormant. Et donc ça a été adapté en comics par Rio Ewers, qui est le même scénariste en fait à qui l'on doit Refrigerator Full of Heads, donc la suite de Basket Full of Heads chez Hill House, Joe Hill. Donc vous voyez, le monde est petit, tout se recoupe. Ça s'intéresse à la famille des King. Yes. Et royale. C'est dessiné par Alison Thompson, qui avait notamment fait Winnebago Graveyard de Steve Niles, qui était sorti en VF chez Glénat. Je pense que personne ne l'a vu passer, mais c'était super beau. C'était vraiment super beau. D'ailleurs, là aussi, ça a l'air très joli. Donc, ça va, normalement, c'est en 2 tomes. Donc, le premier est sorti déjà, est disponible. Et la suite arrivera au courant de l'année. Corentin, moi, voilà, si je t'en ai reparlé, c'était pas pour dire forcément qu'est-ce que tu en penses, mais simplement pour discuter un peu du fait que voilà, c'est cool de voir d'autres maisons d'édition, en fait, se lancer vraiment dans la bande dessinée américaine. Donc là, avec le prétexte Stephen King, puisque le livre de poche justement s'occupe de faire les éditions de poche des bouquins de King, qui sortent sinon chez Albin Michel, je crois. Et donc voilà, c'est quand même plutôt sympa, non? Ah oui, c'est sympa. Enfin, c'est quel standard d'édition du coup? C'est un format comics vraiment, cartonné, normal. Et c'est bien, enfin, t'as pu le feuilleter. C'est beau, j'ai pas encore lu. J'attends, du coup, je leur demandé un service presse forcément pour jeter un coup d'œil plus approfondi. Mais c'est. Ouais. Bah après, c'est un vrai genre aussi aux États-Unis, l'adaptation de romans en comics. Moi, j'admets, je ne suis pas un expert, enfin, j'en ai lu pas mal, mais je suis pas un expert de l'œuvre de Stephen King, donc je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup. J'imagine que si vous êtes fan de BD et fan de Stephen King, vous êtes quelques-uns, quand même, parce qu'il y a quand même, enfin, c'est un auteur très important du spectre pop culture moderne. Quant à savoir si c'est une bonne chose qu'une maison d'édition s'y intéresse, bah oui, tout ce qui vient irriguer le marché de nouvelles BD est une bonne chose, dans une moindre mesure. Enfin, avec quelques contre-exemples, on va dire. Mais donc, ouais, c'est plutôt chouette. J'ai pas grand-chose, je t'avoue, à apporter à ça, parce que, tu vois, un petit peu comme les romans de R.L. Stein, enfin les romans, tout simplement les BD de R.L. Stein, chez Boom Studios, ouais, chez Boom Studios, que bon, j'en ai eu quelques-unes et c'est pas extraordinaire. J'ai toujours du mal à me positionner si je connais pas le scénario, donc pour l'initiative, tant mieux. Et puisque du coup je n'ai rien à dire, je vais vous apporter une anecdote fabuleuse sur pourquoi est-ce que du coup il y a un des enfants de Stephen King qui s'appelle King et pas l'autre, parce que Joe Hill, ce n'est pas son vrai nom. Bah oui, c'est Joseph Hillstrom King, et donc en vérité on devrait dire Joe King. Mais autant Joe Leroy, ça fait un peu pitié, donc on va plutôt dire Joe Hill. Parce que Joe la colline, c'est beaucoup plus stylé. Oui, tout à fait. Puisque, voilà, bien entendu, ma contribution à cette actualité. On traduit tous les noms des gens, effectivement. Bah évidemment. Je sais pas, John Wick, ça devrait être Jean Faible. Tu vois. Ça s'écrit pas pareil. C'est beaucoup plus drôle, du coup. Ça s'écrit pas pareil. Allez, Corentin, du côté de la VF aussi, le retour de TKO en France. Et pas chez Panini, parce que c'est chez eux surtout qu'on avait retrouvé pas mal de titres comme Sentiente, Sarah, Red Fork, Good Night Paradise et tout ça. Mais TKO, donc, qui revient par la porte de Ankama Édition au mois de mars prochain, puisque c'est le titre Forgotten Blade qui sera au programme de la maison d'édition. Donc c'est écrit par Tse-Shun, qui est le fondateur du label, et c'est illustré par Tony Fezjula. J'espère que je n'écorche pas son nom du tout. C'est peut-être Fezjula. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien aussi. Donc un titre de fantasy un petit peu qui s'intéresse à un monde magique qui est traversé par 5 rivières et dans lequel on va partir justement en fait à la recherche d'une fameuse lame oubliée par un guerrier légendaire qui s'appelle alors en français c'est rigolo parce qu'ils l'ont traduit par Rusa le Crasseux. C'est Rusa le Crasseux, c'est un gros dégueulasse. C'est ça, donc voilà, donc un titre, c'est un gros album quand même, hein, parce que c'est 178 pages, ça a l'air d'être plutôt joli. Et ce qui m'a trop fait marrer, c'est que en fait, quand ils ont dévoilé les visuels, en fait, c'est même pas Ankama qui a fait l'annonce, c'est TKO, et parce que la community manager en fait de TKO, en fait, elle est complètement
mindfuckée en fait par le hardcover et la gueule du bouquin et le fait qu'ils aient choisi une autre couverture et tout ça, et du coup elle fait mais les éditions françaises c'est incroyable et tout ça. C'est Comme marrant, à chaque quoi. fois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai Qu'ils viennent que en France, ils découvrent la BD. Et ils Ouais, sont là, qu'elles viennent dans une- ça peut être beau en fait. ouais, non, c'est ça, qu'ils viennent dans une librairie, ils font mais vous avez du cartonnet partout, et en fait ils vont dire mais en fait vous C'est faites quoi ces grands formats là? Pourquoi c'est pas du papier pourri où on voit à travers? Ouais, non, Un c'est papier ça. glacé dégueu. Enfin, non mais c'est trop cool, quoi. Donc ça arrivera au mois de mars chez Ankama, et c'est très beau. on vous en On peut reparlera. quand même le dire. C'est l'histoire d'une église totalitaire qui contrôle les flux irrigatoires de rivières magiques qui donnent des pouvoirs à des gens. Et le héros qui détient la Forgotten Blade, donc l'épée oubliée, qui sera celui qui, selon la prophétie, pourra mettre fin à la tyrannie de l'église. C'est vraiment plus de la science fantasy au niveau du design. C'est un peu pas robotique, mais c'est vraiment des couleurs à la fois pastel. Il y a beaucoup de beige, jaune et beaucoup de bleu, bleu-vert, très vénère. Ça fait un peu... En vrai, je vais manquer de référents pour en parler. C'est rigolo parce que ça ressemble pas à grand chose de très connu, mais ça peut effectivement coller à ce qu'on pourrait qualifier de public en camien. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur les planches. En tout cas, au niveau graphique, ça vaut le coup. Moi, Tsetchun, au niveau scénario, ça m'a jamais vraiment trop régalé. Mais graphiquement, c'est très très beau. Yes. Du côté de la VF, toujours, tu aimes les comics d'horreur, Corentin? Ça va. Bon, Ouais, ça va pas non plus, mais oui. juste comme ça. Comme ça, voilà. Oui, un petit, ça va. Ça Mais dépend ce que tu mets dans le terme comics d'horreur. tout. D'accord. Voilà. Du coup, ça va. Ok. Donc chez Huggin et Menin, il y a 3 comics d'horreur qui arrivent. En fait, ils ouvrent une ligne un peu de comics d'horreur à partir de ce printemps, avec des titres qui ont été publiés chez Image Comics et qui ont trouvé un certain succès. Si je te dis Ice Cream Man, Philadelphia et The Silver Coin, ça te parle un c'est petit bien peu? tout ça. Oui, tout à fait. Ice Cream Man, c'est une anthologie d'épouvante qui joue sur l'image du marchand de glace, qui est un trope assez courant dans l'imaginaire des banlieues américaines, où vous savez, vous avez le où le mec qui passe, qui vend des glaces, et dans les années 50, c'était un petit peu la fête au village. Et ça a été associé avec l'idée du pédophile, en fait, qui venait, qui enlevait les enfants. Là, c'est pas un pédophile, mais c'est un Crypt Keeper qui est le Ice Cream Man, une série qui a eu beaucoup de succès aux États-unis. 35 numéros, c'est toujours en cours. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a même eu des numéros bonus, entre guillemets, enfin des histoires bonus pendant le Covid, qui facturaient pour donner un peu d'argent à des assos. J'en avais acheté quelques-uns. Philadelphia, c'est Rodney Barnes. C'est plus une série d'horreur sociale sur les Noirs américains. Et pareillement, ça a eu beaucoup de succès. Je crois même que ça a emporté des prix. Ou en tout cas, ça a été sélectionné à des prix. Ça a été nommé. C'est dessiné par Jason Alexander, que vous connaissez très certainement si vous lisez Spawn. Tout à fait. En l'occurrence. On nous l'avait réclamé dans les comics. Je crois un auditeur ou une auditrice nous l'avait réclamé. Oui, il faudrait qu'on le fasse. Ouais, il faudrait qu'on le fasse. Ouais. Tiens, on pourra en profiter pour le faire. On pourra en profiter, effectivement. On pourra profiter de la sortie. Et Silver Coin, donc pareil, anthologie d'horreur sur en fait une pièce métallique d'en argent, d'où son nom, qui passe de main en main dans différents circuits d'exploitation horrifique. Donc vous avez un rocker qui s'en sert comme un médiator, vous avez un vilain de slasher qui l'intègre à son arme et tout. Pareil, c'est très beau. Je me souviens plus de l'artiste. C'est Michael Walsh. Voilà, Michael Walsh, évidemment, c'est vrai. Michael. Attends, si on doit franciser, c'est Michael Savon. Voilà, exactement. Donc c'est Michael Walsh, effectivement, c'est très très beau. Moi, j'avais été un peu moins séduit par la première histoire, la deuxième est beaucoup mieux, pardon. Et encore une fois, un titre à succès. Qui a recueilli pas mal de contributions extérieures. Il n'y a pas eu du Ramvé qui était passé dessus? Le truc, c'est qu'en fait, voilà, pour expliciter un peu le concept, c'est que, à la différence des d'autres anthologies d'horreur qui peuvent exister, en fait, Michael Walsh s'adapte au script de différents scénaristes. Donc, le premier numéro est écrit par Chip Zdarsky, puis après, on retrouve Kelly Thompson, puis Judd Brisson, puis Jeff Lemire, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était une mini-série de 5 numéros, mais qui a été prolongée, qui a été triplée de volume, au final, puisqu'il y a 15 numéros en tout. Donc, vraiment, parce que par rapport au succès que ça avait, justement, ils ont joué les prolongations, et donc, c'est le premier tome, sur 3 qui arrivera en VF de notre côté, en tout cas. Donc voilà, 3 comics d'horreur. D'ailleurs, Ice Cream Man et Philadelphia sont tous les deux des adaptations en développement. Donc je sais pas si c'est pour ça aussi qu'ils se sont un peu penchés dessus, au-delà de la qualité, parce que c'est... Je suis pas sûr. C'est pas sûr, parce que c'est jamais un argument de vente, même si... Surtout pour Egan et Menin, nos copains Corbeau, ils ont quand même été prendre Madman. Ou Giant Killer, qui sont pas des trucs les plus... Ouais, mais ça c'est dans leur collection USA Signature, je crois. Donc du coup, je pense que c'est assumé que ce soit vraiment des trucs très niches, un peu cultes, justement, qui c'est la collection où ça va pas se vendre. Ouais, c'est ça. C'est la collection pour les adaptations. Ouais. Où là, on fait un peu de truc pour éponger ce qui va pas se vendre. Voilà, c'est ça, peut-être. Ça s'appelle un business model, c'est fort. On en avait parlé de Giant Killer d'ailleurs? Non, pas encore. Enfin, si, on en a parlé dans le front page, mais on n'a pas, parce que sinon j'allais te frapper, quoi, parce que si, on en a parlé, ça sortait la dernière fois qu'on en parlait, juste pour ça. Donc, très bien.
Allez, Corentin, je te laisse un petit peu la parole parce que tu vas nous Oui. parler des Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille qui arrivent chez Vestron. Oui, alors Vestron, effectivement, qui, de la même façon que iComics, mais en plus à plus petit régime, édite encore du Tortue Ninja en France à intervalles réguliers. Pour tous les produits que iComics va un peu laisser de côté parce que c'est moins intéressant pour eux que les séries IDW Publishing de Tom Valls et Sophie Campbell. Donc là, il s'agit en fait de l'import en français des débuts de la série Archie Comics des années 80, de l'année 88. Donc la série qui avait été mise en route juste après le lancement du dessin animé, le fameux dessin animé que vous connaissez, qui a inventé beaucoup de choses, qui a fait le générique le plus incroyable de l'histoire de la télévision française. Française, j'insiste, la VF a fait bien mieux que la VO, pour le générique en tout cas. Et bah en fait, au début, ça partait comme une adaptation au sens strict, et puis l'équipe créative qui était lancée dessus a fini par développer sa propre mythologie, sa propre continuité, en mettant un sabre dans les mains d'April, en poussant pas mal d'idées assez inédites. Au point que c'est considéré comme un volume canonique très important dans la saga des Tortues en comics. Mais là, il s'agit précisément des 3 premiers numéros, donc qui sont l'adaptation des 5 premiers épisodes du dessin animé. Donc c'est vraiment à destination des fans. À ceci près que l'édition VF sera un peu supérieure à l'édition VO, dans le sens où quand IDW avait fait la même chose, parce que c'est encore un contrat avec IDW, parce que c'est eux qui ont la licence des Tortues aux États-Unis, ils avaient juste scanné et numérisé et un peu pimpé les planches de l'époque. Là, en l'occurrence, il va y avoir un vrai gros travail pour refaire toute la colo. Et ils refont une colo qu'ils appellent remasterisée. On vous a mis dans l'article qui avait été fait sur comicsblog.fr un exemple de 2 planches pour voir un peu le truc. C'est moins granuleux, c'est plus propre, c'est plus lisse. Ils ont refait un peu les contours aussi. Donc une édition qui sera unique en France, unique au marché français. Donc c'est plutôt chouette. Si vous êtes fan des Tortues, c'est bien aussi de savoir que vu que iComics ne peut pas être partout et va aussi devoir un peu réduire la voilure du fait du marché français et du succès relatif des Tortues, on a une offre de compléments pour les produits d'archives et les produits un peu bizarres comme Body Count ou l'autre Winter's Edge. Michael Zulu. Donc oui, c'est bien, tant mieux. Et j'imagine que vu la popularité de cette version-là des Tortues en France, l'album n'aura pas de mal à trouver preneur. Ouais, je pense aussi. Donc, Vestron, petite maison d'édition que l'on salue également pour ses efforts continus afin de proposer justement, voilà, ces titres un peu, un peu niche parfois d'exploitation aussi, donc, mais qui font bien plaisir et qui, malgré tout, je crois, rencontrent pour certains succès. Je sais que Body Count, ça avait plutôt bien marché. Je me rappelle que la page de Vestron avait posté pour remercier justement les lecteurs d'avoir été présents au rendez-vous. Et je crois me souvenir que Manu de Tales from the Sewer, qu'on salue, avait détesté cette lecture qui est vraiment très particulière, mais honnêtement, si faut vraiment la prendre avec du recul, un peu quoi. extrême, Ouais. vous pouvez y aller en vrai. Moi, ça me donne trop envie d'avoir le volume de Image, là, le volume extrême. Ah, mais il est incroyable. Ça, j'ai trop... Si on aime les nanars années 90 ou le côté justement extrême des BD de l'époque, il y a vraiment il y a de tout. Hein, c'est complètement, ouais, ça, c'est que c'est tellement, enfin, c'est caricatural, en fait, de la façon vraiment dont les comics étaient à ce moment-là, et je trouve qu'il y a un petit kiff quand même à observer ça. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu comme les années 80, c'est tout le monde trouvait que c'était vulgaire, les lasers, les néons et les dinosaures qui crachent du feu acide, et finalement, c'est devenu une école, tu vois, regarde Blood Dragon et tout. C'est vrai. Il faudrait faire un Blood Dragon des 90s. Ah ouais, carrément, bien sûr. Avec des costumes tous rincés. Mais après, ce serait pas très... peut-être problématique sur certains aspects, Corentin, quand même. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Corentin, j'ai envie de te parler d'un autre truc qui est trop cool. En tout cas, on n'en sait rien, mais c'est pour ça que c'est trop cool. Ça s'appelle Combo, et c'est un nouveau label de bande dessinée hybride qui arrivera chez Dargo à partir de 2024. Simplement, si vous savez que à First Print, on aime beaucoup ce qu'on appellera donc la BD de genre un peu hybride, mais voilà, la BD dont les artisans en fait sont multi-inspirés par toute forme d'art séquentiel, que ce soit donc la BD, le comics, l'animation et même les arts visuels comme le jeu vidéo. Vous le savez, on vous parle beaucoup, notamment dans ce cadre-là, du label 619, mais on a aussi allé à la rencontre de pas mal d'artistes ou de bandes dessinées qui s'en rapprochent, notamment le Yojimbot de Sylvain Repos, que l'on salue, à qui on fait des bisous. On avait parlé, alors on n'a pas parlé parce que c'était peut-être trop franco-belge quand même dans le style, mais Zoc de Jatko, qui est chez Dargo, qu'on vous recommande beaucoup, surtout si vous aimez l'animation, parce que c'est une BD qui est absolument splendide. Moins de dire.
Moundir, effectivement, de Yohan Kavesh, qui est complètement aussi dans ce registre-là. Donc voilà, si vous avez apprécié ce genre de BD, que comme nous, vous aimez vraiment un peu voir la façon dont justement de nouveaux artistes, quelque part peut-être puisent leur inspiration du label 119 pour proposer... Dépasse la BD des gros nez. Ouais, pour proposer une bande dessinée qui existait déjà, hein, donc qui existe déjà, mais qui continue en fait de s'implanter. Dargo clairement visiblement est content, je pense, du succès de Yojimbot et de Zoc, pour aller justement faire un label dédié à ce genre de création. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ils ont pris comme exemple Yojimbot et Zoc dans un petit encart qui était présent dans un long papier de livre hebdo spécial BD qui sort traditionnellement en janvier avant le festival d'Angoulême. Ça arrivera en 2024 et bien entendu, on est sur le coup pour suivre ça avec attention puisque ça rentre complètement dans notre ligne édito malgré les c'est pas du comics de Corentin. C'est pas du comics. C'est bien vrai. Mais justement, ça a plus sa place sur First Print que sur Comics Blog. Et ça a la place sur les deux, mais Corentin. On n'est pas sectaire. C'est ça. On n'est pas sectaire quand même. Oui. Tu veux une contribution? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je tiens à dire quand même que Sylvain Repos, qui a été cité quand même à plusieurs reprises, ne connaît pas le morceau La Tribu de Dana. C'est vrai? Qu'il a découvert récemment l'existence de ce grand temps fort de l'histoire musicale française. Victoire de la musique rap, la première. Mais on est de la même génération pourtant. Ça n'a aucun sens. Oui, j'ai appris ça récemment lors d'une soirée arrosée. C'est vrai. Je me demande bien. Il est très grand, Sylvain Repos. Hein. Oui. J'ai un peu tu l'avais jamais vu de Franck d'ailleurs. Si, mais pas debout, je crois. En fait, je crois qu'il était assis c'est Batman. Pour ça. Il est très grand et très fort. Ça fait peur un peu. Yes, il a des beaux cheveux. N'énervez pas Sylvain Repos. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu m'embrouilles avec tes petites blagounettes là, Corentin. Il faut rester sérieux. Tu voulais une contribution, je te fais une contribution. C'est vrai. Mais je pensais que tu allais me donner de l'argent en fait. C'est pas Ah, pardon, non, c'est plutôt dans le sens inverse. D'accord, ouais. Ça fonctionne d'habitude. C'est vrai. Allez, Corentin, du côté du mainstream, une 3e revue trimestrielle qui a été annoncée en kiosque chez Panini Comics. Donc vous le savez, Panini réinvestit le kiosque, mais pas avec de la nouveauté, mais plutôt avec des éditions, des rééditions de trucs plus ou moins vieux. Donc on a quand même depuis maintenant 2021, c'est les Trésors de Marvel qui choisissent une année et des numéros au hasard de chaque année qui sont un peu emblématiques, qui ont connu le succès à ces périodes de publication. Ils ont lancé cette année le Mighty Marvel Amazing Spider-Man qui reprend la série Amazing Spider-Man depuis les tout débuts, donc les tout premiers numéros, ce qui vous permet de découvrir les Spider-Man des années 60 à un tarif plus intéressant que celui des intégrales Panini, mais à un rythme forcément plus lent puisque c'est trimestriel et qu'il y a 7 numéros, je crois, ou 6 numéros par numéro. Et donc, pour que tous les mois, il y ait du kiosque Marvel de nouveau, ils ont annoncé donc une autre revue qui s'appelle les icônes de Marvel. Le principe, c'est un mix un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va prendre un personnage et par contre que la composition de kiosque sera à titre anthologique aussi, en allant chercher justement des numéros plutôt connus ou pas d'ailleurs de ces super-héros. Donc le premier qui sort donc au mois de mars de mémoire, donc c'est les icônes de Marvel Iron Man, donc qui contiendra notamment le tout premier numéro d'Iron Man forcément pour les origines. Il y aura du Iron Man 9-10 de 98, donc c'était la période post-Heroes Reborn avec du Kurt Busiek au scénario, et aussi Invincible Iron Man 1 de 2015 de Brian Michael Bendis, donc histoire de voir un petit peu, de faire le tour en fait des présentations du personnage au fil des années. Et alors qu'on aurait pu penser que ça allait faire juste que des numéros d'origine, de trucs un petit peu vieillots, et bien en fait non, puisque le deuxième qui sortira donc 3 mois après, donc en juin, c'est Spider-Verse, forcément, puisqu'il y a un certain film Spider-Verse qu'ils ont au cinéma, je sais pas si vous en avez entendu parler. Pareil, oui. Et donc là-dedans, on retrouvera du Ultimate Comics Spider-Man 1, donc le premier numéro dédié à Miles Morales après son introduction dans Ultimate Fallout 4. Il y aura aussi des histoires de reprise de Spider-Man Annual 2019, du Spider-Gwen 34, qui d'ailleurs pour le coup est un inédit, puisque la série n'a jamais été complètement terminée en VF, et du Spider-Verse Team Up. Donc voilà, un ensemble de petits numéros pour aller explorer cette thématique. Corentin, je sais que toi, ce n'est sûrement pas la publication qui t'attire forcément, mais qu'est-ce que tu penses du coup maintenant qu'on a tout le programme révélé d'avoir cette offre en kiosque notamment je trouve ça plus intéressant que d'aller chercher les premiers numéros de Ditko pour le coup, ça a aucun intérêt, c'est stupide. Et si, il y a dans le Mighty Marvel 2, il y a le cerveau vivant. C'est incroyable, c'est un cerveau
qui est enfin, c'est un cerveau, c'est un ordinateur qui est censé avoir réponse à tout, et du coup il lui demande la question c'est quoi l'identité de Spider-Man, et il répond un truc chiffré, et du coup Peter Parker il ment pour justement pas et après il fait passer Flash Thompson pour Spider-Man. C'est trop marrant. Ah, c'est waouh, ça donne envie. Je te jure, c'est trop marrant. Non, je te jure, c'est trop marrant. ChatGPT déjà à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah c'est bien parce qu'effectivement, bah après ça ressemble quand même pas mal au Marvelverse. Enfin, oui, dans le concept effectivement, mais un peu plus épais pour le coup, et à peine plus cher. Parce que les Marvelverse ont pris pas mal d'euros avec les augmentations de tarifs. Donc c'est peut-être pas plus mal, effectivement. Et moi, je trouve ça plus intéressant que les récupérer disco, parce que comme je l'ai dit, je suis pas sûr que ça convertisse des lecteurs à la lecture de comics au présent, alors que là, effectivement, si tu vas prendre ton train ou que tu pars en vacances et que tu veux un truc affilié aux petits ou aux petites, ça peut éventuellement leur rappeler que les comics sont édités au présent et faire en plus un truc assez général. En l'occurrence, Spider-Verse, je trouve plus intéressant parce que même si c'est fait afin de suivre le film, ça présente quand même une galerie de personnages plus large. Et l'idée, en fait, du Spider-Verse comme un truc qui existe dans le présent, oui, mais qui est encore actif, vivant et encore en mutation en comics. Alors qu'on pourrait s'imaginer, peut-être qu'il y a des gens qui croient que, par exemple, le concept de Miles Morales ou du Spider-Verse en général est beaucoup plus vieux et qu'en fait, comme le film lui-même prend des référents pop culture autres que les comics, moi je pensais au premier particulièrement, tu vois, qu'il y avait des références à Spider-Man 3 et tout, ça peut aussi peut-être naïvement, je lance l'idée, intéresser les gens à lire les comics qui sortent tous les mois dans les albums, etc. Donc moi voilà, c'est une initiative éditoriale que je trouve plus pertinente, même si encore une fois on pourra toujours se poser la question des 25 000 collections Panini, des 25 000 trucs qui sortent tous les mois et qui sont généralement sur les mêmes personnages avec les mêmes produits. Tu vois, si tu veux lire du Spider-Gwen en l'occurrence, tu sais, la fameuse théorie comme quoi c'est compliqué de pénétrer le marché des comics parce qu'il y a la continuité, parce qu'il y a les rebonds de série en série. Spider-Gwen 1, enfin tome 1, tu peux le trouver chez Panini Comics, enfin tu pouvais le trouver. Je sais pas s'il est encore édité. Dans la théorie, si tu veux. Dans la théorie, tu peux le trouver. Ultimate Spider-Man en omnibus. Faut avoir envie de s'envoyer un omnibus, mais il y a différents formats d'édition qui existent pour ce personnage-là. Sachant que pour Miles Morales, t'as quand même toute la série Ultimate Comics qui est en Marvel Next Gen. C'est ça. Donc, tu vois, moi, c'est à la fois. Je pense que justement, ça peut servir pardon, je te coupe, mais ça peut complètement servir de produit d'appel aussi, puisque. Pas vraiment désolé de m'avoir coupé. Hein. Non, je suis pas très désolé. Je t'avoue, mais non, mais disons que là, en tout cas, sur le Spider-Verse, clairement, tu peux dire, bon, bah, Spider-Verse, il a été réédité en Marvel Must-Have, via la collection Marvel Next Gen. Pour les plus fortunés, effectivement, t'as les omnibus aussi, voilà, Ultimate. C'est toujours le truc, c'est en fait, à la fois, il y a une envie peut-être pédagogique de mettre des comics dans les mains des gens à bas prix, avec un truc où il y a pas mal de numéros et tout. Et à la fois, tu peux dire, oui, mais encore une fois, crise du papier, inonder le marché, être partout, à toutes les tailles, dans tous les prix, dans tous les formats, dans tous les standards. Après, pour le cœur, c'est pas une mauvaise chose. Pour le cœur, je trouve que c'est moins une mauvaise chose que de sortir 50 bouquins par mois en librairie, tu vois. Tu sais que là, cet été, je crois, ça fera 6 ans qu'on a commencé sur CB à faire toi et moi juste tous les deux les podcasts. Et déjà à l'époque, on avait ce débat sur la mort du kiosque et la disparition. Mon avis n'a pas changé. Si le format devait être encore vivant et pertinent aujourd'hui, les gens continueraient à en acheter. Ouais. Et il n'y a pas assez de gens pour faire vivre l'offre kiosque. Il y aura des rebonds, il y aura des reflux comme ça réguliers. Parce que il y a encore des kiosques, en fait, il y a encore des librairies, enfin des presses tabac. Mais à mon avis, les gens s'en foutent. Enfin, je pense que la majorité, je sais qu'il y a probablement des auditeurs qui nous écoutent et qui font non, moi j'aime bien le kiosque, j'ai découvert avec ça. En plus, le comics n'a jamais été aussi vivant en France qu'à l'époque des kiosques de Strange et compagnie, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme justement, il y a aussi les ricains qui viennent en France et qui trouvent qu'on fait des belles BD, il y a un intérêt à lire de la BD en BD, quoi. Et à mon avis, le kiosque, c'est toujours pareil. Il restera toujours une branche pour ceux que ça intéresse, mais je pense pas que ce sera ça qui va encore une fois sauver l'industrie du kiosque. Très bien, très bien. Justement, j'ai tort, hein, si. Bah oui, ouais, pour le coup, parce que c'est Spider-Man, c'est pas tort. C'est ça, t'auras sûrement tort dans un prochain Les Icônes de Marvel en plus. Ouais, du coup, j'aurais tort. Ouais. Voilà. Mais t'auras raison. J'aurais raison. Ce qui est complètement bizarre, c'est paradoxal de ouf. Et je pense qu'on va ouvrir un trou noir vers une autre réalité à cause de ce paradoxe impossible. Ah oui, où il y aura du coup un Miles Morales Kiku. Un Kiku Morales. Tu penses que ça. Il y a un Kikuverse. De toute façon, c'est sûr. On le sait en plus. C'est vrai. Et Cookie, qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, ton jumeau maléfique? Oh, mais je préfère Marvel à DC. Il s'enjaille, hein, clairement. Parce qu'il faut quand même savoir que le vrai Kiku préfère DC à Marvel, il faut pas le dire, parce que sinon c'est la réalité journalistique. C'est ça.
Mais je préfère vraiment DC à Marvel en plus. De toute façon, je pense que les gens le savent. Tout le monde. Ouais, non, mais c'est pas comme si j'avais été rédac chef d'un site qui s'appelle DC Planet pendant 5 ans, quoi. Allez, Corentin, on continue à parler d'actualité comics, mais on est du côté de la VO cette fois-ci. Et là, ben, c'est mauvaise nouvelle. Une énorme vague de licenciements chez Comixology, dont on a pu voir en fait suivre en direct le crash au ralenti, hein, tout simplement, puisque La mise à mort. Hein. la mise à mort, Plutôt, ouais, même. C'est vrai. un crash accidentel, tu vois, alors que là, c'est juste Amazon qui s'est dit non. Ouais, c'est ça, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est faire l'offre Kindle, ce qu'on veut, c'est faire l'offre Amazon Books, et voilà. Enfin, du coup, ça c'est complètement débile parce que moi, qui justement essaie de pousser à l'idée que le comics numérique a un avenir pour tout un tas de raisons, le fait de zoomer dans les planches pour voir plus de détails, le fait de pas sacrifier, de pas être prisonnier par le marché du papier, ou l'accès à une librairie qui soit bien alimentée, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là en France, par exemple. Alors que tout le monde a une tablette. Tout le monde a une tablette, tout le monde a un ordinateur, mais comme c'est très bien sur ordinateur aussi, Comixology. Non, mais tu sais que la dernière fois. Je ne lis pas sur tablette, Non, je t'avais déjà expliqué. Oui, mais Corentin, figure-toi que quand on en a parlé la dernière fois, on avait demandé des retours, mais forcément, vu que tu ne lis pas les commentaires du site, tu ne le sais pas. On a lu quelques-uns. Il y a beaucoup de gens qui ont dit justement qu'ils pouvaient pas. Ils peuvent pas sur écran, ils y arrivent pas. Sur ordinateur, c'est encore pire. Ils étaient tous là, limite, avec des torches et des fourches en disant Corentin au bûcher. Parce que c'est une hérésie, en fait, de lire du comics sur un écran d'ordinateur. Oui, mais t'aurais dit à des gens que dans les années 90, un jour, vous aurez un écran la taille d'un paquet de clopes pour regarder vos films, vos séries. Tout le monde aurait dit bah non, jamais de la vie, moi j'aime bien le cinéma, j'aime bien les grands écrans, j'aime bien ci, j'aime bien ça. C'est un peu Aujourd'hui, différent. tout le monde regarde ces putains de films dans le métro ou ces séries sur son putain de smartphone. Je veux dire, les gens sont capables de s'adapter. Il y a un rapport différent au numérique avec la BD. Corentin. Je liste des points positifs du numérique, d'accord. Je ne dis pas que tout le monde est pour. Je te laisse faire. Je dis qu'il y a un avantage, et comme on le voit justement, la hausse des prix, dans les faits c'est faux puisque les éditeurs se rincent quand même en numérique, mais la hausse des prix pourrait être compensée, ou en tout cas par exemple quand tu achètes de l'indé, tu donnes directement l'argent au scénariste ou à l'artiste, t'as pas à payer la distrib, t'as pas à payer la fabrication, alors ça fait de l'emploi en moins, hein, je suis d'accord, mais bref, en tout cas. Et surtout que quand tu payes moins cher, ça fait moins d'argent pour les auteurs aussi. En tout cas, sur la création, c'est super compliqué. Il y a beaucoup. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Ouais. C'est le jeu vidéo a pas été frappé par une énorme vague de. Non, mais ça, par contre, c'est les auteurs qui le disent vraiment. Si tu regardes un peu quand il y a ces questions du débat un peu sur le numérique, il y a énormément d'auteurs, en tout cas sur de la créaille en France, qui disent qu'en fait, que les BD numériques, quand elles sont vendues à 3 balles, de toute façon, eux, déjà, qui touchent déjà pas grand chose sur le prix de vente d'une BD, là, tu t'imagines bien parce qu'il faudrait un image comics du numérique. Quand tu touches 8% de 3 euros, tu vas pas les faire. Il faudrait un image comics du numérique où, en fait, ce serait des auteurs qui se mettraient ensemble faire une plateforme et qui vendent leurs comics directement, sans Amazon, sans un prestataire qui prendrait sa part. Tu veux parler de exemplaires, du coup? Hein? Tu veux parler de la maison d'édition exemplaire, peut-être? Je connais pas. Tu connais pas, et ben voilà. Et ben voilà. Ça se dit journaliste BD, là. Mais tout ça pour dire, grosso modo, que voilà, pour moi, Comixology était une offre qui était bien, parce qu'il y avait quasiment tout dessus. C'était ultra pratique même pour nous, pour travailler, pour avoir les couvertures des numéros, pour avoir des planches et tout ça, pour avoir des extraits, des fins d'illustration. C'était principe à la Spotify, en fait, où t'as pas besoin d'avoir ton ordi avec toi pour tes BD, parce que quand tu achètes, on va dire, de la BD, qu'après, comme sur Panel Syndicate, que tu télécharges sous forme d'archive, après t'as pas ton ordi avec toi, tu vas chez un pote, ou tu pars en vacances, tu prends que ton iPad, ou alors tu prends que ton PC portable de travail, ou je sais pas quoi. Ta tablette Lenovo à 150 €, parce que l'iPad c'est quand même cher. Non, moi j'ai un iPad, moi. Ah monsieur, pardon, excusez-moi la bourgeoisie. Excusez-moi la bourgeoisie. Le Bon Coin, on trouve des iPads pas chers du tout. Et en plus, je m'en sers pas. D'ailleurs, si vous voulez acheter un iPad, vous me dites, je le revends mon iPad pour 2 fois le prix qu'il m'a coûté. C'est la crise pour acheter des BD. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon service et moi, je l'utilisais assez régulièrement. Et je suis désolé de le dire, l'alternative que Amazon propose, ergonomiquement, catastrophique. c'est à chier. Ouais. On retrouve rien. Les comics se retrouvent piégés au milieu des bouquins normaux, enfin des bouquins sans images. Parce qu'il faut savoir que Comixology a été intégré, voilà, donc dans le site d'Amazon Kindle et que Comixology en tant que tel n'existe plus. Et en plus, c'est horrible parce que tu vois, moi, je boycotte Amazon par principe. Je dois faire un achat par an quand je trouve vraiment pas une option autre, parce que je trouve qu'Amazon détruit la terre et que c'est pas bien. Et du coup, je suis obligé de me rappeler quand je vais pour retrouver mes BD que j'ai achetés légalement. Que en fait je donne de l'argent à Satan, tu vois, donc moi j'aime bien être manichéen dans mes convictions, tu vois, donc, c'est compliqué quand même, donc ça me désole effectivement, et en plus ça met des gens à la porte, alors que Comixology était quand même le leader du comics numérique, et donc l'un des rares points vers lesquels on pouvait orienter les gens pour dire essaye, tu verras, c'est peut-être pas aussi bien que du papier, mais il y a des BD que t'as pas forcément besoin de lire en papier ou quoi, et voilà, c'est terminé.
Moi, je suis vraiment écœuré par rapport à cette évolution de l'industrie. Parce que donc, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que là, à date, il y a eu 50 à 75% des effectifs qui ont été virés. Et à terme, en fait, c'est d'ici octobre, en fait, il y aura 100% des gens des jobs qui seront stoppés. Bon, après, est-ce que ça met du plomb dans l'aile au programme Comixology Originals? On va dire que oui. Hein. Je pense, ouais, clairement. Voilà, ce qui a aussi permis d'avoir des BD aussi géniales que les trucs de Scott Snyder récemment. Donc, c'est quand même triste pour Scott Snyder. Pardon. Mais voilà, pareil, c'était un éditeur aussi, Comixology. Tu vois, ils ont fait plein de produits originaux. Ils ont fait du Jeff Lemire, ils ont fait du Chip Zdarsky. Bien sûr, ils ont fait des produits parfois plus risqués sur, j'ai oublié le nom, mais Lieberstrasse, je crois, je sais plus, bref. Oui. C'est l'auteur allemand qui quitte son pays pendant les pogroms et qui, voilà. Qui avait été annoncé chez Delcourt d'ailleurs, et on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant. Voilà, tu vois, enfin, ça avait quand même une vocation aussi à produire de la BD originale et, ça va disparaître aussi. Donc, super Amazon, merci les gars, ça fait bien plaisir. Et déjà dans un marché indé qui est un peu compliqué, ça va retirer en plus des contrats éventuels à des gens qui voudraient se placer. Donc voilà, c'est de la merde. Et je suis pas content. Ça se sent. Ça se sent que tu es un peu chafouin. C'est Corentin Chafouin. Non, mais attends, moi j'avais une vraie bibliothèque Comixology que là je peux enterrer, tu vois. Bah oui, mais c'est aussi le rappel de notre dépendance aux plateformes et au contenu numérique. C'est comme si demain, moi, PlayStation se casse la gueule, moi, tous les jeux que j'ai achetés sur ma bibliothèque et avec le PlayStation Plus, ça disparaît aussi. Hein. Bah ouais, voilà. C'est comme quoi on n'aurait peut-être pas dû en fait tout sacrifier au service. Hein. Mais c'est comme voilà, tu sais le débat pourri qu'il y a eu sur HBO et Game of Thrones récemment où c'est quelques-uns qui étaient en mode genre c'est plus disponible nulle part et compagnie, et des gens ont répondu, alors je suis pas forcément d'accord parce que c'est un débat qui est plus large, achète les DVD. Alors tu peux pas tout acheter, non, tu vois, mais les séries que t'aimes bien ou les albums que t'aimes bien ou les vinyles que t'aimes bien, le format physique a encore un intérêt. C'est dommage qu'on manque de place et que ça coûte cher et que ça détruit des ressources en création, mais très honnêtement, pour ceux que ça intéresse de le savoir, un DVD est pas beaucoup plus polluant en fait que l'offre de streaming en vérité. Parce que le streaming en l'occurrence tourne à flux et beaucoup plus que les comics où c'est juste des JPEG en fait. C'est un vrai pôle d'énergie à dépenser, et en plus à chaque fois que vous lancez un film que vous avez déjà vu, vous recréez un cycle de dépenses d'énergie, alors qu'un DVD, une fois que vous l'avez acheté, alors il a été trimballé, créé, etc., il n'y pollue plus entre guillemets. C'est un DVD, tu l'entreposes, voilà. Donc moi pour moi on pourrait avoir ce débat un jour justement pour plein de raisons, mais là tel quel en tout cas ça nous rappelle juste que le comics numérique ne prend pas, en tout cas pas de dimension industrielle, et que le seul acteur qui pouvait entre guillemets permettre d'avoir une alternative qui était solide, où il y avait un vrai catalogue, je veux dire Jesus Freak de Joe Casey par exemple, moi j'ai fait mon comic shop, impossible de le trouver parce que c'est vraiment trop niche, ce sera jamais édité en VF, je l'ai sur Comixology. Le comics de MMA de Kennedy Johnson chez Aftershock, pas me revenir, Kiloman, pareil, impossible de le trouver, impossible de l'avoir, d'imaginer que ça allait sortir en VF, c'est un comics de baston avec un héros gay, donc laisse tomber. Je l'ai acheté sur Comixology pour soutenir l'artiste, tu vois. Enfin, j'aurais pu le pirater, je préfère le payer. Et là, comment on va faire du coup? Enfin, tu vas faire que de la VPC, ou pareil, il y aura encore des coûts et tu vas passer par Amazon pour l'acheter en physique. Enfin, ça me désespère. Bon, tu vois, vas-y, passons à l'actualité suivante parce que là, je vais m'énerver là. D'accord, très bien. N'énervons pas le Corentin. C'est un proverbe chinois. Ouais, c'est compliqué. Ça pourrait être une sorte de Docteur Maboul. C'est un proverbe antique comme ça. Parce que faut savoir que les Corentins, il ne faut pas les énerver depuis la nuit des temps. Allez, Corentin, justement, on reste avec toi. Black Panther relaunché. Oui. Par Yves Ewing et Chris Allen en juin 2023. Le run de John Ridley Ford donc se conclut, et il y aura une petite pause de 2 mois avant que l'on reparte sur les chapeaux des roues. Avec un changement de avec un changement de statu quo relativement important apparemment. On verra bien comment la situation se finit avec le run de Ridley Ford, où notamment T'Challa doit faire face à un peuple wakandais qui en a marre en fait du système monarchique du Wakanda. Ce qui était déjà le cas dans le run de Tennessee Quotes, mais c'est vrai. Non, mais ça fait quand même parce que j'ai rattrapé du coup moi un peu le run de Ridley, ça fait quand même pas mal de surplace. On a un peu du mal à prendre. Un petit peu de redite, mais après de Coates, il y avait aussi tout le délire de l'Empire Galactique. Ça c'était la deuxième partie. La première série c'était vraiment des factions en rébellion qu'on avait marre que T'Challa, parce qu'il est le roi et qu'il attire les aliens sur Terre, à casse les couilles. Et ça se finissait, le premier arc, par ok, on va faire un truc plus démocratique. Mais Ridley c'est plus dans le sens qu'en fait qu'ils s'aperçoivent qu'il a des agents à placer un peu dans le reste du monde, et qu'en fait on peut pas lui faire confiance non plus parce qu'il cache des choses à son peuple, et donc du coup il faut quelque chose de plus démocratique. Après voilà, Eve Wing, c'est pas John Ridley Ford, c'est pas Ta-Nehisi Coates. Non, c'est Ironheart. Moi Ironheart, je sais pas, tu l'as lu un peu? J'avais lu au début, ça m'a pas déplu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Voilà, c'est ça. Et on a l'impression un petit peu que la grosse effervescence Black Panther, c'est qu'il y avait accouché de 40 000 spin-offs,
La série Killmonger avec Juan Ferreira, qui était quand même très jolie. Ouais. Le run très ambitieux de Ta-Nehisi Coates quand même. Et tout ce qui s'est fait depuis, la bulle un peu est en train de s'amenuiser. On va revenir à des trucs plus normaux, plus routiniers. Parce que la mode est passée aussi du côté des adaptations, ouais. sûrement. Probablement, oui. Parce que maintenant que le 2 est sorti, ils ont plus besoin de faire autant d'efforts. Et que quelque part, ça reviendra quand il y aura la série Wakanda Forever, pardon. Tu penses qu'elle va voir le jour, celle-là, vraiment? Ça me paraît très bizarre de pas le faire. Dans le sens où, de toute façon, il faut qu'il fasse du surplace tant que le petit T'Challa Junior n'est pas en âge de prendre le manteau. Il y a quand même beaucoup de personnages secondaires que tu peux exploiter. S'ils ont fait les Midnight Angels, ça me paraît pas déconnant d'imaginer. Tu vois, mais une série, tu vois, sur la gestion du royaume par M'Baku, avec les factions qui ont été présentées dans le film et dans le run de Coates. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça ronronne un peu. Pour moi, c'est pas l'annonce la plus excitante de la Terre. Déjà, John Ridley, pour moi, c'est pas encore... c'est pas la mitraille, tu vois. Enfin, on l'avait un peu annoncé en mode genre, il va reprendre Batman, et en plus, il a fait des films, et il est oscarisé, et il reprend Black Panther avec Alex Ross en couverture et tout. Au final, bon, c'est pas... Tu t'aperçois que souvent, les projets, en fait, où t'as un Oscarisé ou un Oscar Isaac, parfois, c'est pas terrible, quoi. Bon, ça, pour Oscar Isaac, ça dépend des jours, mais... Moon Knight, quoi. Oui. Quand même, tu pensais... Moi, j'ai complètement oublié cette série. C'était deux petits jeux de mots, Oscarisé, Oscar Isaac. Non, mais la série Moon série... Knight, elle est sortie. Sur Disney+. Bah oui. Je connais pas. Tu connais pas Ah, ok, tu fais le genre, ça existe pas. Mais si, c'est comme Indiana Jones 4, tu sais. Ouais. Le vol Titanic, coucou. Fight Club, c'est très Fight Club. Allez, Corentin, autre relaunch important qui arrivera cette année chez Marvel. On sait désormais qui va s'occuper de la relance des Avengers après la conclusion de Jason Aaron, donc avec son gros crossover de l'enfer Avengers Assemble, qui réunit donc les titres Avengers et Avengers Forever, du multivers dans tous les sens, des équipes d'Avengers du multivers qui luttent contre les maîtres du mal du multivers aussi. C'est un peu n'importe quoi, mais moi je trouve que c'est plutôt fun par rapport à d'autres passages du run d'Iron qui étaient vraiment très 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 compliqué à suivre, pour pas dire que c'était vraiment de la merde. Oui. Voilà, tout simplement. Moi, je le dis, moi, c'est bon. Ouais, non, c'était, putain, il y avait vraiment Enter the Phoenix. J'ai pas été aussi loin que toi après. Franchement, l'enchaînement de Moon Knight et Phoenix, là. Putain, mais cet arc avec Moon Knight, là. Oh là là, c'était infernal, hein, ce truc, hein. C'est probablement le pire Moon Knight, non. Oh, c'est le pire Moon Knight que j'ai jamais lu. Très honnêtement, nul. c'était complètement non-sensique. Enfin, ton marteau, il est fait avec des roches de lune, Thor, donc je le contrôle. Non, qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas dans Pokémon. Qu'est-ce que tu racontes? Bref. Ouais, après, on est dans Marvel aussi, mec, s'il te plaît. On parle de gens. C'est Jason Aaron, mec, il a fait Scalp, Savant Bastards. Enfin, je sais pas. Ouais, j'avoue. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que c'est Jed MacKay qui va reprendre le run, ce qui est pas forcément une surprise, puisque le bonhomme, quand même, prend ses galons chez Marvel. Et puis surtout, il était le scénariste des deux one-shots Timeless de 2022, là, et de 2023. C'était à la fin de ce second Timeless, en fait, dans lequel Kang est à la recherche d'un certain moment perdu. Donc, un instant, en fait, dans le temps qu'il n'arrive pas à percevoir, en fait, que c'était teasé que la suite arriverait dans The Avengers, vu que Jed MacKay scénarisait Timeless. C'est donc forcément logique que ce soit lui qui s'occupe donc des Avengers. Nouveau line-up aussi, avec Captain Marvel en lead, avec Sam Wilson en Captain America dedans, avec Vision et Scarlet Witch qui reviennent aussi. Donc, pour faire un petit peu la mimique des séries Avengers des années 60-70, dont MacKay se revendique être fan, et au dessin c'est CF Villa qui était son artiste sur Black Cat et qui est l'un des artistes de la promotion je crois Stormbreakers. Donc d'ailleurs Chris Allen aussi, ils ont mis... ça veut dire encore aujourd'hui. Ouais, mais c'est à dire qu'il c'est bien parce que c'est-à-dire qu'ils disent ouais, c'est des artistes qui vont compter et sur lesquels on veut miser, et du coup ils les mettent quand même sur des titres importants, parce que Chris Allen c'est pareil, tu vois, on met sur du Black Panther qui était quand même... Cody Ziegler, c'était pas un Stormbreaker aussi? Non, Cody Ziegler c'est un scénariste de toute façon, donc non, donc il peut pas être le mec qui avait fait putain, Tom Taylor, Marvel, oui, Technologie, Iban Coelho, c'était bien un Stormbreaker aussi. Ouais. Bon, il dessine bien, il a pas de quoi breaker des storms, enfin, ça brise pas les tempêtes, quoi. Bah après, c'est du Stormbreaker dans le mainstream aussi, hein. C'est pas des artistes en général, c'est pas des Sienkiewicz ou des Greg Smallwood, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bien Chrome, tu vois, justement. Bah, Chrome, ouais, clairement, mais à mon avis, Chrome, Marvel, je suis pas sûr que Chrome soit quelqu'un qui puisse tenir les deadlines mensuels, forcément. Donc, et puis, en vrai, on n'a pas envie de... C'est Brian Hitch non plus, pourtant, on n'a pas forcément envie de les voir gâcher leur talent sur des trucs, enfin, moi, j'ai pas envie de le voir sur une série Storm ou je sais pas, ou Lockjaw de nouveau, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. T'adorerais le voir sur une série Lockjaw. C'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Putain, j'avoue. Oui, l'énorme chien dessiné par contre, très trop bien. Bref,
Corentin, t'en penses quoi de ce Bonne nouvelle, de ce bonne relaunch? nouvelle, Jed McKay. Bonne nouvelle, c'est une station de métro à Paris. Ça n'a rien à voir. Alors là, franchement, là, non. non, non. Quand même. Ah non, mais celle-là, mais. J'entends les gens hilar là. Ça, en plus, c'est une blague de provincial. Littéralement. Ouais, il y a une station qui s'appelle Bonne Nouvelle, c'est rigolé. Et en plus, les lettres sont pas alignées sur la station et ça fait Bonne Nouvelle. T'es un malade. Psycho. Corentin comme Corentin Cariou, la station de métro. En plus, moi, c'est Corentin par rapport à Selton, autre station de métro, évêque de Quimper. D'ailleurs, je crois que c'est de lui que vient le nom Corentin. Donc, plein d'anecdotes folles dans ce podcast. Attribut de Dana, Corentin Selton, c'est merveilleux. Et Joe Hill. Donc oui, non, Jed McKay, moi, depuis le début, enfin, depuis que je l'avais découvert sur Edge of Spider-Verse, je trouvais que c'était un mec qui avait une patte, un vrai sens du dialogue et de la théorie, en fait, dans ce qu'il écrit. Si tu prends Black Cat, justement, c'est une vraie théorie, en fait. Si tu fais du film de braquage avec une super-héroïne, entre guillemets, une super-vilaine. Et il y a cette dynamique, pareil, justement, de groupe qui s'engueule, qui se détruit, des twists, comment on arrive à mettre du vrai braquage et pas juste une sorte de gadget qui évolue en super-héros dans cette matrice-là. Alors, le fait est que ça avait été parasité par le nombre d'événements colossaux qu'on avait demandé de gérer à McKay, où il fallait que Black Cat aille braquer le cœur de la ruche de Null dans King in Black. C'était un peu bizarre. Donc, moi, le voir sur Avengers, ça peut donner tout et rien. Pareil, c'était Moon Knight aussi, hein, Jed McKay, c'était lui. Avec Alessandro Vitti. Avec Alexandro Capuccio. Capuccio, pardon, oui. Entre Alessandro. Ouais, que t'es pareil, pas mal. C'était une façon intéressante de refaire du Moon Knight en mainstream, en récupérant un peu de Jeff Lemire, mais en disant on pourra pas aller aussi loin parce que maintenant c'est un héros canonique au sens propre. Donc oui, il y avait des choses plutôt bien. Moi, à mon avis, c'est un gars qui pourra compter, mais en même temps, je sais que quand t'es scénariste de Avengers, t'es pas juste scénariste de Avengers. Tu pilotes la ligne, tu fais c'est comme disait Tynion Ford récemment, tu fais des réunions hebdo pour voir si tous les éditeurs sont bien d'accord avec ton plan. Et c'est probablement ça qui a écrasé le style de Aaron, qui pouvait pas aller aussi loin que ce qu'il voulait. Je pense que si Aaron avait fait une maxi en 12 numéros sur les Vengeurs, où il voulait mettre tout ce qu'il avait à mettre dedans, il aurait pu faire un truc génial. Mais là, il y a aussi la dimension, il faut faire de l'événement régulier, tu vas être encore une fois parasité par les crossovers qui vont t'arriver. Donc, s'il arrive déjà à faire un truc qui soit correct, qui ait un souffle, qui ait une énergie, je serais très content. Mais les séries mainstream de Marvel, je trouve quand même que ça a du mal à prendre, quoi. Encore une fois, Black Panther, là, récemment, c'est pas incroyable. Spider-Man, depuis quelques années maintenant, c'est pas incroyable. Il reste quelques machins de Donny Cates. C'est étonnant de pas avoir vu Donny Cates prendre l'ascendant sur les Vengeurs. Ouais, il a un peu cramé, là. Voilà. Et puis, je pense qu'il a plus forcément envie, de toute façon. À mon avis, il va faire que de l'indé bientôt. C'est la suite logique, hein. C'est comme Snyder et tout. Donc, voilà. C'est bonne nouvelle à confirmer. Très bien. Eh bien, on en a terminé pour cette partie comics. Corentin, on va pouvoir faire une petite partie adaptation à présent et on commence tout de suite par les séries télé. On a eu un premier teaser pour Invincible saison 2, une petite scène de discussion entre Mark Grayson et Allen l'Alien, mais c'est surtout qu'on sait maintenant que la série arrivera late 2023, donc pas tout de suite encore, il va falloir patienter, mais ça arrive et tout vient à point, à qui sait attendre, comme le dirait un ancien proverbe suédois. C'est suédois? Non, j'en sais rien. C'est sûr? Non, parce que j'ai dit un proverbe chinois avant, donc j'essaie de varier les clichés. Ouais, mais les Suédois en proverbe, ils sont pas très forts. Hein. C'est vrai? Est-ce que tu pourrais me citer un proverbe suédois? T'es sûr que c'est les Suédois? Ça, j'ai envie de faire une fausse. Chris Paul ne plie pas. C'est les trucs. Canapé Ikea. Ouais. C'est norvégien Ikea, non? Suédois? Je sais pas. On s'en fout, c'est du Nord, c'est pareil. On n'est pas ils font du ski, ils chassent des loups. Ils sont beaux. Voilà, certains. Ouais, et ben, ça a l'air bien. T'es chaud? Je suis très chaud. Invincible saison 1 mortel. Encore une fois, comme on l'avait déjà dit, une occasion intéressante de revisiter la saga originale T'as réussi à te retenir, c'est bien. J'ai plus le droit de dire le mot saga maintenant parce que je sais que ça va amorcer une blague. Une saillie humoristique de haute volée. Donc oui, c'est l'occasion de revoir un peu justement le plan qu'avait fait Kirkman à l'époque, avec des variations, en accélérant parfois, en ralentissant à d'autres moments. Si c'est aussi bien animé ou même mieux animé, parce que j'imagine qu'ils auront quand même une bonne rallonge de budget après le succès surprise de la saison 1, tant mieux. Très bon casting. Surtout qu'ils ont annoncé que base aussi, hein, Kirkman a annoncé qu'ils allaient sûrement mettre des histoires qui n'étaient pas présentes dans le comics, en fait, qu'il n'avait pas pu mettre dans les comics. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Il a aussi dit que Battle Beast aurait droit à plus d'exposition, parce que après, avec le recul, il a compris que c'était le meilleur personnage de la série. Donc ouais, très hâte, et c'est là où je suis censé dire Freddie Mercury. D'accord, ouais. Alors, les gens qui connaissent la BD
Ça, C'est le fil rouge, en fait, parce que pour ceux qui n'ont toujours pas découvert la BD, si un jour vous allez voir du coup Invincible, vous allez comprendre toutes ces années à parler de Freddie Mercury. C'est ça, très bien. Corentin, il y a aussi eu un nouveau trailer pour la série animée Moon Girl et Devil Dinosaur, ça a l'air toujours aussi dingue. Ouais, que si tu veux rajouter de plus, c'est toujours bien, c'est toujours pas. Moi, je veux juste qu'on insiste pour hyper les gens, parce que j'ai l'impression que les gens ne se hypent pas assez quand je fais des articles dessus. Je vois pas beaucoup de gens de réagir, alors que ça a l'air vraiment mortel, bordel de bits. Eh bien, hypez-vous, les copains. C'est Spider-Verse, mais sur Cartoon Network et sans Spider-Man. C'est ça. Ça a l'air trop cool. Ça m'a l'air bien. Tu vois donc le trailer qui présente un peu qui fait vraiment le pitch de base, donc avec ce portail dimensionnel ouvert par donc Lunella Lafayette et qui ramène un énorme dinosaure beaucoup trop mignon, puisqu'en fait le dinosaure de compagnie c'est un peu mignon. C'est un gros chien quoi. C'est un grand T-Rex rouge quand même. Hein. Ouais, mais c'est comme un gros chien. Voilà. Sauf que ça mange des vaches. Ça, au lieu de croquettes, ouais, des comptables, enfin des avocats dans les films. C'est ça. Donc ouais, très bien, super, pop, fun, tout bien. Je sais pas quoi rajouter. Ouais, non, j'avoue, c'est parce qu'on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais c'est juste pour vous rappeler que ça arrive donc en février sur Disney Channel, pardon, pas sur Cartoon Network. Le lapsus révélateur. On n'a pas encore de date de diffusion, par contre, pour la France. C'est vrai que ça fait quand même très Cartoon Network. Hein. Bah, de ouf. Ouais, mais en même temps, ouais, mais ça leur rend trop bien, quoi. Et puis, il y aura plein de passages apparemment avec du hip-hop où ils vont se battre sur du training, montage comme ça, et tout ça. Ça va être fun. Et donc, ça arrive en février. J'ai très hâte. Moi, ça fait partie de mes grosses attentes de l'année. Autre énorme attente de l'année, Corentin, le nouveau trailer pour Gotham Knights sur la CW. Là, c'est l'attente de l'année pour moi, tu vois. La seule nouvelle série d'ici, vraiment, parce que sinon, on a The Flash saison 9 et Superman Lois saison 3, donc ils sont des continuations. Sur la CW. Pour certains, oui, sur la CW. Mais je veux dire que l'univers d'ici CW ne se développe plus vraiment depuis le rachat par Nexstar et qu'ils ont un peu coupé les vannes, mais ils persistent quand même à vouloir faire Gotham Knights, donc ils s'intéressent au meurtre de Bruce Wayne avec le fils adoptif de Bruce Wayne qui va s'allier avec des fils et filles de super vilains pour laver leur honneur et montrer qu'ils ne sont pas des méchants et ça me fait passer aux jeux vidéo. Ouais, un petit peu quand même, un petit peu, mais clairement, vu la gueule du trailer, je pense que la marque Gotham Knights, elle va être doublement grillée, hein, parce que le jeu a pas connu un gros succès et il est plein de défauts, il est quand même pas terrible. Et là, la série télé, putain, mais t'as Misha Collins, mémorable surtout. T'as Misha Collins donc qui était dans Supernatural, qui faisait le très sympathique Castiel, qui l'a fait Harvey Dent. Et t'as quand même cette scène d'interrogatoire avec la gamine là où il fait Are you really the Joker's daughter? Et là tu fais oh là là. C'est que les mecs ont pas compris le principe de la Joker's daughter en fait. C'est ça qui est fou. Non mais là ils le prennent littéralement quoi. En fait. Ils le prennent version Silver Age je crois où il avait vraiment une fille il me semble ou sur une terre parallèle je ne sais plus mais ça a jamais été canonique ni canonisé dans les New 52 par exemple tout le monde avait peur. Et c'était avéré que c'était juste une sorte de fangirl qui prenait différentes identités. Oui, et qui avait surtout récupéré le masque de peau de Joker. Voilà, quoi. et c'était pas le passage le plus glorieux. Voilà, des New 52. Donc loin de là. Là, en plus, ils vont vraiment faire la wildcard. Genre, elle va être un peu extrême, va sûrement buter un mec en mode. Et elle va toujours sourire avec un air méchant. Elle va faire son vieux sourire. Je suis tellement compliqué comme personnage. Et tu te dis, mais. Est-ce que tu ressens la folie dans mon regard? Et moi, ce que je trouve, on dirait vraiment un spin-off de Gotham qui aurait croisé la route des mecs qui font Arrow. Et Arrow saison 1, pareil, où c'était bien émo et tout. Sans les flashbacks qui étaient bien. Donc, t'as l'impression que c'est une sorte d'enfant bâtard avec des petits, tu vois, dont les parents seraient cousins. Qui, voilà, entre Gotham et Berlanti Productions. Et c'est genre, mais tous les défauts des deux pires trucs qui se sont faits des plus mauvais trucs qui se sont faits en série télé super-héros depuis que ça existe, en fait. Du coup, moi, j'ai une curiosité morbide, quoi. J'ai envie de voir ça, tu vois. Alors que Pennyworth, c'est ça aussi, c'est la suite de Gotham et tout. Mais on s'en fout, tu vois, de Alfred. Moi, j'en ai rien à branler de l'origine d'Alfred, et encore une fois, de ce côté préquel, etc. Alors que là, t'as envie de voir comment ils vont attaquer Bane, comment ils vont faire gueule d'argile avec les fils de Bane. Du coup, forcément, ça va être que des fils. Si t'imagines le fils de Bane. C'est comme dans Creed où ils auront tous les enfants des super vilains. Un petit côté Runaways aussi, d'ailleurs, dans le concept. Hein. Ouais, moi, quand même. Pas une série extraordinaire, mais bon. Ça va, au moins sur l'image, elle était chiadée. On est d'accord. Mais là, c'est tellement CW, tellement. Enfin, oui, c'est ça, en fait. On dirait vraiment une sorte de parodie. Je pense que tu demandes à ChatGPT de te faire un trailer de CW, série Gotham. Il te fait ça, en fait, et ça me fascine. Ouais. C'est les mecs, en fait, depuis 10 ans, tout le monde se fout de leur gueule avec les codes ultra rincés, de mecs trop torturés, trop sérieux, la bande de potes et tout. Tu sais pourquoi moi je suis impatient? Parce qu'Harper Row?
Non, parce que ça va être le lancement du cette semaine dans Gotham Knights. Ah bah voilà, on a hâte. Je pense que ça va être un gros lancement en 2023. Mais à ça, mon avis, clairement. par contre, au second degré, ça va être un kiff. Je pense qu'au premier degré, ça va être incroyable déjà. Vraiment. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Bref, on a hâte que ça arrive. Ça arrive aussi cette année. On a hâte que ça arrive, non? C'est en mars. Pas honte, Je crois ça, tu as hâte que ça. Ouais, j'ai trop hâte parce que je sais que je vais pouvoir faire des faf tweets avec ça, clairement. Allez, Corentin, dernière nouvelle du côté des séries télé. On y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Sex Criminals et Beach Planet en voie d'adaptation chez Prime Video. C'est pas la première fois que Sex Criminal va être adapté en série télé. C'est la troisième. Voilà, la première fois, c'était en 2015 déjà. Donc là, ça, et Beach Planet aussi. Donc, parce qu'en fait, Matt Fraction et Kelly Sue DeConnick ont signé apparemment un contrat, un overall deal avec Prime Video 2 ans après avoir signé le même type de overall deal avec Legendary qui n'a rien donné. Et avant, c'était Sony, je crois. Ouais. Universal. Donc, est-ce que tu y crois? Non. Donc ça, Criminals, juste pour vous faire le pitch, c'est deux personnes qui s'aperçoivent que en baisant et en ayant un orgasme, ils peuvent arrêter le temps et décident d'utiliser cette faculté pour aller braquer des banques. Donc c'est très rigolo, ça utilise le cul de façon rigolote. Et en fait, tout l'univers se développe aussi avec d'autres personnes qui ont d'autres aussi capacités surnaturelles en relation avec le cul. Donc sur le papier, ça passe super bien. J'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu compliqué à adapter de façon pas grivoise en série télé, je sais pas comment tu vois le truc. Non, c'est faisable, je pense, ouais. par contre. Enfin, remarque, on a bien eu Californication ou Girl Next Door, enfin non pas pas chez Prime pour le coup. Ouais, mais Girl Next Door, c'est un film de cul, enfin c'est un film de comédie pourrie adolescente. Non, je pense pas à Girl Next Door, je pensais à la série avec Billy Piper qui suivait Lynn Escort en fait, qui était vraiment qui suivait le quotidien d'une escorte en fait. The Girlfriend Experience. Ouais, non, ça c'était avec Sacha Grey, rien à voir. C'était Soderbergh. Je crois qu'il y a une série télé qui a été faite en spin-off ensuite, mais bref. Enfin, oui, non, mais de toute façon, c'est pas la peine de chercher, il y a eu plein de séries de cul. Diary of Euphoria, il y a de la baise, oui, c'est vrai, oui. Il y a plein de séries. J'ai toujours pas regardé. De la baise, Rome, Game of Thrones, on voit des beats, t'inquiète pas, c'est pas impossible. Après Prime, je sais pas s'ils ont vraiment beaucoup investi ce créneau. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a ils peuvent pour les séries adultes, puisque avec The Boys, il y a du gore. Oui, mais The Boys, c'est du cul façon blague de 15 ans, tu vois. Enfin, c'est pas non plus. C'est le thème central de la série n'est pas la baise, tu vois. Le thème central, c'est plutôt le complotisme, l'extrême droite, etc., etc. Moi, c'est plus en fait que j'imagine pas qui que ce soit présenter Sex Criminals à un network, que le network se dit ok banco quoi. Enfin, à part HBO justement ou à part Stars peut-être. Ouais. Tu vois, Banshee, il y a du cul. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'avec ça, il y avait que ça, c'était incroyable. C'est la baston et du cul. Hein. Oui, la promesse est très claire. Hein. Ouais, moi j'étais content du coup, ça me suffisait. Et après, est-ce que tu vois, on dit toujours est-ce que le monde de la télévision est prêt pour accueillir des produits de ce genre-là? À mon avis, c'est moins une question d'être prêt que de trouver la bonne équipe qui pourra le pitcher et montrer un peu les qualités en dehors du risque que ce serait d'irriter les fameux censeurs américains. De fait, ils ont essayé 2 fois, ils ont échoué 2 fois. Mais The Crown nous rappelle que rien n'est impossible et qu'effectivement, Fraction, c'est un peu imposé comme une référence du marché indé en bande dessinée. Est-ce que ça lui a permis de débloquer des contacts à Hollywood? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait qui pourrait être pris dans une sorte de package, tu vois, parce que Matt Fraction, à part ça, c'est des très bonnes séries. Enfin, c'est là l'excellente série de Jimmy Olsen que personne n'a lu à part moi. C'est Casanova. Bon, ça peut être adapté, mais bon, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est quoi d'autre? C'est November. November, pareil, il n'y a aucun intérêt à l'adapter. Si tu le sors de son format bande dessinée, ça a plus de sens. Donc voilà, je vois pas en quoi ce serait un gros nom pour un studio, très honnêtement. C'est pas parce qu'il a fait des trucs chez Marvel que c'est forcément un gros nom. En plus, c'est pas non plus sa meilleure période. Puis Matt, techniquement, c'est que 4 lettres, donc c'est vraiment pas un gros nom. C'est pas un gros nom. Tu vois, Fraction, tu vois. 6. Tomasini, à la limite. Ouais, Tomasini, c'est un peu plus long, quoi. Olivier Corentin. C'est un gros prénom. Donc... Beach Planet, par contre, c'est plus envisageable parce que une série science-fiction comme ça avec des nanas sur une planète ferroviaire, pénitentiaire, pardon, qui se mettent des coups dans le dos, etc. Ça a carrément un c'est Orange is the New Black, mais en SF, quoi. C'est ça. Et vu que ça fait un moment depuis Orange is the New Black et que Prime aime bien les séries justement un peu plus high concept, pour moi là c'est plus télévisuel. Mais par contre, Sex Criminals, c'est dommage que ce soit pas du coup dispo complètement en français, mais c'est bien plus que juste des gens qui arrêtent le temps en baisant. C'est vraiment une allégorie sur le couple. Oui, mais c'est le principe de base du sexe. Oui, mais sur la place du sexe dans le couple, c'est une histoire qui est très sincère, qui est vraiment inspirée par la relation de Fraction, son côté dépressif et ses petits problèmes mentaux avec les sous-déconiques, sa rencontre, leur accord, leurs différences et compagnie. C'est l'une des meilleures BD d'amour qui existent sur le marché. Et si c'était fait juste sous l'angle du cul, c'est rigolo, ha ha ha, et parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour méta,
Moi, je serais très déçu. Je serais encore plus déçu si c'était fait en image réelle, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un trait, Chip Zdarsky, et puis un imaginaire coloré qui se prêterait carrément bien à de l'animation. Mais l'animation pour adultes, c'est un marché qui n'existe quasiment pas. En tout cas, pas dans les galipettes. Donc, non, mais j'y crois pas, en fait. T'y crois pas. J'y crois pas. Mais je serais ravi, en l'occurrence, d'avoir Thor. Ouais, pour le coup. Très bien. Ouais, non, j'ai pas. Non, pas de. On va faire une blague, là? Bah, je sais pas, Thor. Ah, ouais, je sais pas. En général, c'est automatique, c'est une pièce. Ouais, c'est l'inverse de raison, quoi, mais c'est du ça, coup, un petit peu. Exactement. Pas compris. Tout à fait. Très bien. Bah, on continue? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Comme ouais. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Machine, c'est. Ah, c'est ça. Non, tu ne m'auras pas ce petit jeu, Corentin. Je te vois venir. Allez, Corentin, on va terminer avec la partie cinéma. Une seule news. Et justement, puisqu'on parlait de proverbes chinois avant, la Chine réautorise les sorties de films de super-héros Marvel et DC en 2023. Shazam, Fury of the Gods, ça sortira. Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Black Panther Wakanda Forever à rebours, ça sort également en Chine, puisque il faut bien ramener des films de l'étranger pour justement qu'il y ait de la thune qui rentre dans toutes les salles de cinéma qui ont été ouvertes sur le territoire. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on avait dit au dernier podcast. Tout à fait. Que après les sommets politiques chinois où personne n'avait envie de se mouiller en prenant des décisions difficiles, le régime a fini par assouplir un peu les règles qui avaient été mises en place peu de temps avant la pandémie pour fermer l'entrée du marché aux films américains, enfin la plupart des films américains. Que donc le bannissement des films de super-héros est levé, ce qui va sûrement faire du bien à pas mal de projets, même si là dans la liste qu'on a citée, c'est pas les films qui ont le mieux marché. Ant-Man avait fait 120 millions, Black Panther 1 en avait fait 105, Shazam en avait fait 40, alors c'est peu, mais en même temps Shazam avait fait que 366 millions, donc à portion congrue, on va dire que c'est finalement pas si mal, et en définitive ça pourrait peut-être sauver le film de l'Abyss, Black Adam. Parce que Abyss, c'est un truc de James Cameron, ça n'a rien à voir. Non, mais franchement, là, Arnaud, c'est juste pour prendre des mots au hasard. Enfin, je sais pas, dans ce cas-là, oui, dès que je dis un mot, genre téléphérique. Non, je sais pas. Non, il faut que ce soit des références pop culture quand même. Ah bon, il y a le mec dans Astérix, Téléphérix. Ah ouais? Oui, Astérix il est normand, tu l'as pas lu? Si, je l'ai pas la BD, non. Bah, c'est une merde. Non, ouais. C'est gratuit. Tu m'énerves. Je sais. Donc voilà, et comme on l'avait effectivement dit, le box-office chinois s'était vautré la gueule de 36% entre 2021 et 2022. Et évidemment, quand tu vois quelle variable a bougé, la variable, c'est que simplement, il y avait moins de films américains, moins de blockbusters. À côté de ça, Avatar, La Voix de l'eau. Pourquoi on traduit les titres français comme ça? Avatar, The Way of Water. A très bien fonctionné, il va faire ses 200 millions, je crois même qu'il les a déjà fait. Ça compte pour 10% du box-office global de Avatar 2. Ça nous rappelle aussi quand même que les autres marchés sont vivants, hein, tu vois, c'est qu'Avatar 2 et No Way Home, ils font 2 milliards, enfin en tout cas quasiment 2 milliards sans le marché chinois. Parce que si tu retires le marché chinois Avatar 2, ça reste un énorme succès. No Way Home, pareil, qu'il a fait sans marché chinois, a fait 2 milliards. Donc, mine de rien, comme Joker, hein, qui avait fait son milliard sans marché chinois. Donc, mine de rien, est-ce que Hollywood va tirer ces enseignements-là? Non. Moi, je considère qu'ils vont continuer à penser que c'est une rente dont ils ont besoin. Mais peut-être qu'on n'aura plus les mêmes efforts. Peut-être qu'on n'aura plus les... je retire le grand ancien tibétain et je le remplace par un népalais, par une népalaise, parce que je veux pas non plus me vexer avec les Chinois qui ont conquis le Tibet il y a un petit moment maintenant. Parce que finalement, c'était quand même une politique qui était assez dégueulasse. On se rappelle quand même que Shang-Chi, c'était vraiment... On peut quand même maintenant se l'avouer, un produit qui avait été fait pour séduire cette dictature. Et tant mieux pour eux, ça n'a pas marché. Chais dans vos gueules. Moi, je pense que c'était fait pour séduire le public. Asians, regarde le box-office de Crazy Rich Asians. C'est pas un marché aussi gros que les gens qui ont fait 500 millions sur Endgame, tu vois. Donc, moi, en tout cas, j'espère que cette politique du dos courbé envers la Chine va un peu s'arrêter et qu'ils vont aller chercher d'autres marchés. Marché africain, marché sud-américain, peut-être même le marché d'Europe, qui n'ont pas encore été conquis par Marvel Studios. Il n'y a pas beaucoup de héros européens. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, mais ça, ils n'ont pas besoin, parce que ça cartonne, les films de super-héros en Europe, quand même. Ça pourrait mieux marcher. Oh. Tu fais un film avec un héros français, peut-être que les gens seront plus nombreux que d'habitude pour aller le voir, tu vois. Non, je pense pas. Attends, mais regarde, Netflix. Netflix fait des efforts pour essayer de séduire le public français. Emily in Paris, ça marche. Là, pour... comment ça s'appelle? Est-ce que ça marche pas mieux en dehors de la France, Emily in Paris, justement? C'est un énorme succès en France. Ah ouais? Pour le coup, ouais. Et Babylone, par exemple, tu vois, gros marché pour le... Alors, ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà, on a vu qu'on a une démographie aussi qui est précise. Enfin, je dis pas Marvel Studios, fais-moi un Captain France, hein, mais il y a des héros français, il y a Batroc. Mais voilà, je dis pas, je suis pas en train de dire ça, mais il y a d'autres marchés à conquérir en faisant des produits ciblés ou une ouverture plus générale, comme ils ont fait à une époque avec le marché chinois à Hollywood. Ils peuvent juste faire des films au lieu de vouloir juste conquérir des marchés. Oui, non, mais ça, par contre, non.
déjà qu'il nous reste 5 ans avant que les IA fassent des films toutes seules et qu'on n'ait plus besoin de réalisateurs et d'acteurs et de scénaristes, profitons un peu du peu de cynisme qui nous reste, du cynisme un peu naïf qui nous reste. Mais voilà, enfin, à mon avis, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où ça évitera des gros plantages financiers à l'image de Black Adam, justement. Parce que c'est pas une bonne nouvelle, Black Adam, dans un sens. Bah non, c'est un film. Alors que ça bonne fait nouvelle, chier c'est une pour, station de métro. Ça fait chier pour, je vais te casser la gueule. Ça fait chier pour Henry Cavill, par exemple, Black Adam, tu vois. Et Oui, c'est pas forcément, ouais. ça qu'on voulait. Et puis même, en général, quand un film crève, bah, c'est une franchise, donc ça bousille des emplois. Donc voilà, enfin... Et en même temps, je dis ça, je suis quand même content qu'il soit voté. Non, mais si, il m'énerve, Dwayne Johnson, mais bref. Très bien, Corentin. Arnaud, t'as un avis plutôt que de faire des blagues de merde? Non, bah non, C'est là que pour les blagues de merde. Chacun sa fonction. Voilà. Chacun sa fonction dans le podcast. Non, moi, je suis curieux de voir si ça va reprendre, en fait, surtout. De voir si je me dis que c'est pour Aquaman surtout qu'ils avaient intérêt vraiment à réussir à de nouveau séduire la Chine. Donc si Aquaman sort là-bas, je pense que Warner sera content. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils vont redécouvrir du coup l'univers avec Ant-Man and the... enfin avec Black Panther 2. Techniquement, bon. Ouais, ils ont reloupé quelques films entre ça, les c'est pas deux, compliqué. mais Black bon, Panther 2, tu peux te dire. Bah après, ils sont peut-être pas au courant que Chadwick est mort en fait. Tu sais, avec mais si, non, mais attends, bien sûr que avec si. le grand firewall chinois, parce que ça les intéresse déjà pour commencer. Avec la censure de l'information. Non, mais attends, Chine, c'est pas un pays qui vit non plus en totale autarcie. Non, c'est sûr, mais bon, peut-être qu'ils ont oublié. Je ne sais pas, ça fait quand même un petit Non. moment. Ils ont d'autres Non, d'autres je pense trucs à que là, gérer depuis. tu exagères un peu. Mais Kang le Conquérant, ils l'ont pas découvert dans la série Loki? Bah, ils ont Il y a regardé, ils ont pas des téléchargé, plus. tu sais, ils savent pirater. Hein. Oui. Est-ce que les familles savent pirater? Je pense que les gens qui voulaient regarder Loki en Chine ont pu regarder Loki. Vraiment. Et puis, quelque part, même s'il n'y a pas eu d'introduction, même s'ils n'ont pas vu l'introduction, ce sera quand même un film qui fera son introduction de cette version du personnage sur le grand écran. Donc, à mon avis, ils ne seront pas complètement perdus. Hein. C'est plus pour Spider-Man 4 où ils vont être largués, les pauvres. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pourquoi il a plus la Iron Suit? Et pourquoi personne ne se souvient de lui? Ouais, c'est ça. C'est quoi le délire? Ouais, mais après, je pense que pareil aussi, s'ils ont voulu le voir, ils ont pu le voir très bien. Ils feront une ressortie en Chine à ce moment-là. Ouais, complètement. Allez, Corentin, on en a 100 millions. On en a terminé pour ce podcast aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les différents sujets évoqués dans les commentaires de notre site. Et les blagues d'Arnaud, arrêtez de l'encourager. Et arrêtez... N'arrêtez pas l'humour d'Arnaud, s'il vous plaît. Mais si, arrêtez-le. Non, non, mais personne ne m'arrêtera, Corentin. Je suis inéluctable comme Thanos. Et je vous Le laisse... thérapeute t'arrêtera. Et donc, on vous rappelle que si vous voulez soutenir les podcasts et que vous appréciez notre travail, vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, en parler un petit peu partout autour de vous et notamment à toutes les personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées par la bande dessinée américaine et ses adaptations. Et également sur notre page Tipeee, vous pouvez apporter votre soutien financier. On remercie d'ailleurs les dernières personnes à être venues ce mois-ci nous soutenir: Étienne, Brundir, Isaiah et Maxime. Merci à vous d'avoir rejoint la First Print Family et on vous fait beaucoup de bisous. En attendant le prochain podcast. Salut. Salut. Et une petite scène post-générique. Bah oui, puisqu'on a quand même une annonce à faire. Alors, elle est déjà sur Internet, mais si jamais vous n'êtes pas passé sur les Internets, on a le plaisir de vous annoncer dès cette semaine le lancement de notre première, on va dire, coproduction, notre première commande, surtout notre premier travail avec une maison d'édition. Donc, cette année, avec Urban Comics, on a le plaisir de collaborer pour une série de Super Friends spéciales, puisqu'elle sera consacrée aux auteurs et aux autrices que l'éditeur a choisi de mettre en avant chaque mois, comme vous avez déjà pu le constater lorsqu'on en parle dans nos front page. Et ce sera des Super Friends donc qui seront doublés, qui seront donc écoutables par tout le monde. C'est parce que justement il y a une commande, donc on a pu se dégager le temps de faire ce travail qui demande quand même pas mal d'efforts, mine de rien. Mais donc voilà, c'est le premier qui arrive, c'est avec James Tynion IV. Ça arrive donc tout bientôt à l'heure où vous écoutez ce podcast, et on espère que vous serez ravis d'avoir ce genre de format d'interview vraiment accessible à tout le monde. En tout cas, on est hyper content de vous le proposer. On espère que vous suivrez l'initiative. Merci. Salut. Salut.